7h38, vous êtes bien dans l'after sur RMC et sur BFM Sport. Ça, c'est pour la télé. Vous-même, vous avez cliqué sur After, sur le site rmcsport.fr. Vous avez le son et l'image. Vous avez Alpha Baldé et François Manardo qui sont à mes côtés. Vous avez également Timothée Mémon qui nous raconte cette rencontre entre la France et l'Autriche. Deuxième match de poule pour les Françaises à l'Euro féminin. On rappelle qu'après les Allemandes, les Françaises font figure de grandes favorites. Juste après les Allemandes, pour l'instant, elles ne montent pas trop face à l'Autriche. Ouais, c'est difficile. 86e minute de jeu, un but partout entre la France et l'Autriche. Les Françaises font le forcing. Elles auront fait une bien meilleure seconde période. On attendait de voir des filles d'Olivier Chouafny décomplexées. Ça n'a pas été le cas en première période. C'est nettement mieux en seconde mi-temps. Mais pour le moment, ça ne se traduit pas au tableau d'affichage. Avec ce résultat, les Françaises seraient premières du groupe C à égalité de points avec leur adversaire du soir, l'Autriche. 4 points. Mais les Suissesses, avec 3 points, pourraient encore leur chipper la qualification lors de la dernière journée du groupe C. Tiens, il y a Olivier qui nous dit sur le hashtag RMC Live que les Françaises, que Chouafny est coach depuis quelques mois de l'équipe de France, il trouve qu'elle joue moins bien. Bon, je suis pas sûr que tout le monde partage cette réaction depuis l'arrivée d'Olivier et Chouafny. Bref, je vous rappelle que vous pouvez faire le 32-16 évidemment pour débattre avec nous dans un instant de l'avis tranché justement d'Alpha Baldé, mais aussi pour vous inscrire pour le quiz de l'after tout à l'heure à 22h45. Grand quiz encore une fois. Donc vous vous inscrivez au 32-16, mais tout de suite c'est l'avis tranché d'Alpha Baldé. J'avance pas ces propos débilement sur antenne la plus écoutée de France. Je peux te donner des preuves si tu veux hors antenne et tu me donneras tes preuves hors antenne, c'est tout. Moi j'invente pas ce que je dis. Il adore son jingle, Alpha. Il adore son jingle. Tu voulais nous parler de Monaco, meilleur vendeur d'Europe. Meilleur vendeur d'Europe. On va donner quelques chiffres juste après. Ou peut-être que tu vas le faire. C'est assez. Non, mais je t'en prie. Donc, moi, je vais parler forcément de cette équipe de Monaco, et surtout de la gestion de ses joueurs depuis 3 ans, qui devient un vendeur hors pair sur le continent. Alors, quid sportivement, même si sportivement, ils sont sur une bonne dynamique. Ils font de belles aventures en Ligue des Champions. La dernière en Ligue des Champions, demi-finale face à la Juve, pas démérité du tout. Mais au-delà de ça, ce que j'observe au fait du côté de Monaco depuis l'arrivée des Russes, 2011-2012, lorsqu'ils commencent cette remontée, mettre en place vraiment un projet sportif, mais également économique, parce que comme nous l'a dit Pascal, le football est une entreprise, est une industrie, même si c'est à part entière. Mais quand tu regardes, ce qui me marque au fait, c'est que ces dirigeants de Monaco, en première année, ils déboursent beaucoup de sommes. Rames, Falcao, c'est souvent des transferts pompeux qui sont peut-être pas là pour rester longtemps. Mais au fond, ce qui est très intelligent et intéressant, c'est quand tu vois qu'ils vont chercher Thiemoué Bakayoko, fallait le faire du côté de Rennes, puisqu'il n'était pas un titulaire indiscutable. Il avait également quelques pépins physiques, malgré les changements d'entraîneur, qui n'était pas le genre le plus indiscutable dans l'entrejeu de Rennes. Et tu vois la plus-value qu'ils ont réussi à faire avec plus de 32 millions en le vendant cet été à Chelsea. Quand tu vois qu'ils vont chercher Martial, qu'ils font signer alors qu'il était à Lyon tout jeune, et que derrière après tu vois qu'ils le font signer, qu'ils le vendent du côté de Manchester United pour faire une plus-value de plus de 55 millions. Et également tu peux citer ça pour Bernardo Silva qui chip au Sporting. Tu peux également faire la même chose à Benfica plutôt au Portugal. Tu peux faire également la même chose pour Benjamin Mendy qui était du côté de Marseille, dont on ne prédisait pas un avenir comme ça, qui viennent, ils le mettent dans la machine, ça marche, et ils le revendent du côté de City avec une plus-value énorme. Donc au-delà de ceux qui vont parler du sportif et tout, mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir ce coup d'œil là, aller chercher ce jeune, repérer ce que les autres n'ont pas vu, parce que miser 15 millions, 12 millions pour un jeune qui ne fait pas une saison énorme dans un club, c'est quand même un pari. C'est pour moi là un pari raisonnable, risqué bien sûr, mais raisonnable, et qu'au final, avec les plus-values qu'on est en train de voir, je pense qu'aujourd'hui l'AS Monaco n'est pas loin de bousculer Chelsea, qui est le 10e club, le meilleur vendeur sur le continent depuis 2010. Voilà. Donc une politique financière bien mise en place, et quelque chose de très intéressant avec les jeunes qu'on part chercher et qu'on revend 2 années maximum plus tard à des vrais sommes. Rien que pour cet été, pour qu'on se rende bien compte de la puissance de Monaco du côté de la vente, 167 millions d'euros. Mendy 57, Bernardo 50, Bakayoko 40, Germain 8, Dirard 3,5, Corentin Jean 3,5. 167 millions, c'est 50
55 millions de plus que le Benfica, qui est le deuxième meilleur vendeur d'Europe avec 112 millions. On a la Roma à 108 millions, Everton à 106 millions et Lyon à 102 millions. C'est vrai que Monaco est quand même juste largement au-dessus. Et en plus, on peut se dire, quand on voit des offres à 190 millions, soi-disant, pour Mbappé, que c'est. Ou c'est Fabinho, pas fini, et que tu es assis sur une mine d'or comme ça, bien évidemment. Mais je sais pas ce que vous en pensez, ce qu'en pense surtout François. Moi, c'est surtout ce côté-là. Tiemoué Bakayoko, c'est un exemple que j'aime bien parce qu'à Rennes, sincèrement, c'était pas le premier nom que tu as couché sur la feuille du match. Mendy également, il fallait le sauver après Marseille. Et que tu vois que 1 ou 2 ans après, ce qu'ils ont réussi à faire avec ces mecs-là, je trouve ça formidable. Mais je pense qu'on dirait de Jardim que finalement c'est pas un maçon comme on l'a moqué à un moment donné, mais c'est plutôt un sculpteur. C'est plutôt un sculpteur parce qu'effectivement, pas des chaises en bois. Pas des chaises en bois, parce que ce qu'il arrive à faire de joueurs que tu peux considérer à un moment à tort comme des seconds couteaux, il en fait des joueurs parfaitement bankable. Bon, voilà. Après, il y a 2 choses à mon sens. La première, c'est que l'AS Monaco a compris qu'il fallait adopter 2 stratégies. Elle l'a compris parce qu'elle en a souffert quand ils ont été éliminés par Valence il y a 2 ans au tour préliminaire de la C1. Donc il y a une stratégie, on y va en C1, et une stratégie, on n'y va pas. Alors quand on n'y va pas, et moi j'avais été le premier à les critiquer, ça avait été un club qui avait trop vendu, à mon sens, même si sportivement ils avaient réussi au niveau de la Ligue 1 à se maintenir et à se requalifier pour la Ligue des Champions, difficilement, parce qu'ils font un Q3 l'année passée contre Fenerbahçe, où ils perdent d'ailleurs le match à Istanbul, et là il y a des doutes sur l'avenir sportif de l'AS Monaco en C1, et puis finalement ils vont jusqu'en demi-finale. Et le deuxième scénario, c'est quand ils ont une qualification, comme c'est le cas directement en demi-finale, ils arrivent quand même à faire de très gros coups. Le fait est que je pense que maintenant il faut que ça s'arrête. Ok, ils ont pris un maximum d'oseille, félicitations à eux, belle politique sportive et économique, mais là il ne faudrait pas aller beaucoup plus loin. On sait qu'il y en a encore parmi les joueurs qui sont extrêmement convoités, dont un que tout le monde connaît, et à des prix encore plus importants que ceux qu'on a cités à l'instant pour Mendy, Silva, mais là il faudrait que ça s'arrête, parce qu'à un moment donné il y a un équilibre évidemment à trouver entre ce que tu peux encaisser et ce que tu peux conserver comme équilibre sportif, comme compétitivité par rapport à ton engagement en C1, parce qu'une fois que tu as touché les demi-finales, évidemment tu veux y retourner, mais pour y retourner tu as lâché Mendy, Silva, Bakayoko, voilà, tu gardes Mbappé, Falcao, c'est bien, tu as vendu Germain aussi, je l'ai oublié, mais il faudrait pas trop te déshabiller. Après, il faut attendre aussi ce que ça peut donner le mercato de Monaco, parce qu'aujourd'hui, je pense que avec toutes ces ventes qu'ils ont réussi quand même à faire, je pense qu'il ne faudrait pas s'étonner que beaucoup de jeunes, qui puissent faire un gros coup, oui, bien sûr, qui puissent faire un gros coup aussi, une grosse recrue, qui puissent vraiment, je pense cette fois-ci comprendre qu'il faut. Il y a pire quand même que d'aller à Monaco. Exactement. Déjà, même s'ils ont perdu pas mal de joueurs, je pense que je pense pas qu'ils encaissent tout cet argent-là, parce que ils sont quand même pas en faillite, ou ils sont pas demandeurs d'argent. Je pense qu'ils doivent l'investir, ils doivent l'injecter, et leur saison, leur parcours récent, dernier en Ligue des Champions, je pense qu'ils ont bien aimé. C'est le club français qui a eu le plus d'argent devant le PSG en Ligue des Champions. Je pense qu'ils savent que la Ligue des Champions peut apporter des finances, des garanties financières également, et je pense pas qu'ils n'injecteront pas cet argent-là sur le mercato. J'attends de voir. Tiens, justement, puisqu'on parle de Monaco, à l'instant d'un match amical de préparation, 2-1, la défaite de Monaco face aux Portugais du Sporting. On accueille Laurent, supporter de l'ASM, qui a fait le 32-16. Salut Laurent. Bonsoir l'équipe, bonsoir à tout le monde. Bon, salut. Qu'est-ce que c'est bien pour toi de vendre, si j'ai bien compris, mais ça suffit pas. Écoutez, moi je résumerai un peu la situation comme ça. Je vais comparer par rapport à notre club que tout le monde connaît, c'est le PSG. À Paris, ce sont les dirigeants qui commandent. À Monaco, ce sont les joueurs qui commandent. Moi, ce que je rejoins un peu Alpha, ok, c'est bien, de très belles ventes, il n'y a pas de problème. Il y a des ventes, on était sûr que ça allait se faire. On savait très bien que Bernardo Silva, pour avoir bien servi le club pendant 3 ans, ok, on devait le vendre. Normalement, il y avait Fabinho. Fabinho, pour le moment, on est en train de le bloquer. Et avec ce que j'ai vu ce soir, l'énervement qui est dans ce joueur, qui n'était pas la sienne depuis quelques années à Monaco, je vous cache pas que ces ventes répétitives depuis quelques temps, plus celle de Mendy qui va s'officialiser, je pense, dans les 24 heures, je pense que ça va alimenter un peu des remous dans ce vestiaire. Et on l'a vu ce soir contre le Sporting. Fabinho, c'est pas son genre à s'énerver comme il a été, et on sent qu'il est tracassé. On sent qu'il est pas bien. Je sais pas. Alors, je suis pas voyant, j'ai pas une boule de cristal, mais dans le jeu, c'était criant. Alors après, on me dit, ok, d'accord, Monaco, bon, ok, pas de problème.
Benjamin Mendy, ça fait combien de temps qu'il est à Monaco, cet homme-là? Ça fait 1 an. Et ce mec, il part déjà? Ouais, enfin, quand il est arrivé il y a 1 an, tu ne disais pas forcément que c'était la meilleure recrue de l'histoire de l'AS Monaco, hein, entre nous. Tout à fait. C'est comme ça, comme je dis comme Bakayoko également, tu vois. Attendons de voir ce que font les joueurs actuels. Pour le moment, Ronny Lopez à droite à la place de Bernardo Silva, pour le moment, il montre rien. J'ai regardé tous les matchs amicaux de l'AS Monaco, il ne montre rien. Rien du tout. Je vous le dis honnêtement. Carillo, je vous en parle même pas. Il a marqué là ce soir. C'est lui qui marque pour Monaco dans les arrêts de jeu. Moi je vous dis, voilà, dans les arrêts de jeu, mais il faut trouver un attaquant parce que dans tous les matchs amicaux, Carillo il a été zéro. Il a été zéro. Ouais, mais justement, il a été l'ombre de lui-même, cet homme-là. T'as l'argent que t'as récupéré du mercato. Forcément, tu t'attends. Je pense que cette fois-ci, ils ont beaucoup plus vendu que les autres années. Ils ont eu un parcours honorable et respecté par toute l'Europe en Ligue des Champions. Je pense que si tu, comme je l'ai dit tout à l'heure, un retour sur finance en Ligue des Champions, c'est quelque chose d'assuré si tu fais un beau parcours. Je pense qu'ils ne peuvent pas rester les bras croisés, justement. Tu vends des joueurs qui avaient envie de partir parce qu'il y a des sirènes de l'étranger, ils veulent s'imposer. Mais avec cet argent-là, je pense que tu peux. Ouais, exactement, c'est ça. Je comprends la politique du club. Je dis pas qu'il faut impérativement bloquer les joueurs. C'est pas ce que je suis en train de te dire. Monaco n'a pas les moyens de rivaliser. Ça, tout le monde le sait. Et on ne cessera de le répéter. On peut pas rivaliser contre des clubs comme Manchester City, Real de Madrid, FC Barcelone, qui ont une puissance financière et on va dire marketing énorme. On est d'accord. Mais si on fait une politique de jeunes, ils recrutent des jeunes, mais qu'on n'est même pas capable de les amortir, de les garder 2-3 ans, et que parce que monsieur n'est pas content, il veut les jouer à Manchester City, dans ces cas-là, c'est pas la peine. Là où t'es un peu dur, Laurent, pardon, non, juste, je attends, vas-y. François. Je voudrais juste préciser, Laurent nous dit c'est les joueurs qui commandent, et non, alors qu'au PSG c'est les dirigeants. Là, clairement, les dirigeants avaient fait part au moins en off de vouloir se séparer de Benjamin Mendy. D'abord, la première chose, c'est pas les joueurs qui commandent à Monaco, c'est les dirigeants. Et moi, je connais pas beaucoup de dirigeants, dont le président de l'AS Monaco, qui a envoyé Noël Le Graët dans ses 22. Première chose, je l'ai vécu. Je me permets donc de le souligner. La deuxième chose, c'est que compte tenu des offres reçues par l'ASM, puisqu'on parlait d'actifs en parlant de joueurs sur le cas de Neymar, compte tenu des offres reçues par l'ASM, on parle donc de Mendy, le dernier en tête, 57 millions d'euros. Quand tu es un dirigeant responsable, tu vends. Et François, tu vends la négociation, que même si une offre pour Mbappé à 150 millions d'euros ou 145 millions d'euros, non, mais pour dire que c'est les dirigeants, Mbappé. Pour te rejoindre, pour dire que c'est les dirigeants qui décident, faut voir comment a été menée la négociation pour Mendy. C'est que la première offre de City n'était pas du tout appréciée du côté de Monaco. Et ils ont fait durer le suspense, ils ont fait durer un petit peu comme quoi il allait. Ils ont fait monter les enchères. Au final, il laisse partir un prix qui fait qu'aujourd'hui c'est le défenseur le plus cher. Moi, je serais monégasque quand même. Je me dirais justement ce coup, cette vente de Benjamin Mendy, 57 millions d'euros, elle va justement permettre de recruter un super joueur. Quand j'imagine qu'on parlait de Bacca, par exemple, du côté de l'Olympique de Marseille. Si on parle de Bacca, même on peut viser peut-être un peu plus haut quand on s'appelle l'AS Monaco pour recruter un joueur de classe, que ça soit devant, au milieu ou même derrière, quoi. Ouais, moi, c'est ce que j'attends parce que t'as le portefeuille pour, et j'espère qu'ils ont aimé leur parcours en Ligue des Champions. Nous, on a aimé. J'espère que les dirigeants aussi en premier. Et je pense que s'ils ont aimé ce parcours-là, ils aimeraient le répéter souvent, un quart de finale minimum. Mais pas seulement le fait de recruter une pointure, parce que l'AS Monaco à la surface maintenant pour recruter un ou deux très bons joueurs. Mais regardez les coûts dont on parle aujourd'hui. Le Mendy qui est vendu 57 millions d'euros l'année dernière, si on nous dit qu'il va partir à ce prix-là, qui va se révéler comme il s'est révélé sur la scène européenne et française, on n'y croit pas. Le Bernardo Silva, quand ils le font venir en prêt de Benfica, on ne sait pas qui c'est, on n'y croit pas trop du coup parce qu'on est ignorant. Ouais, mais Monaco, ils peuvent maintenant aller te chercher, si c'est pas déjà fait dans leur recrue, mais d'ici la fin du mercato, fin août, ils peuvent encore te chercher plus ou moins un inconnu au bataillon, et en un an, pour ça que je disais, c'est pas un maçon, c'est un sculpteur. Ce qu'ils ont pris comme jeune, c'est déjà pas mal. Hein. Thielmann, c'est prometteur. Qui viennent de Barcelone, c'est très expérimenté. Ils ont encore un mois pour prendre, un peu plus d'un mois pour prendre une belle pointure, voire un gamin que tu connais pas et qui, même en Ligue des Champions, peut faire des étincelles. Allez, on verra ça, évidemment. On remercie Laurent d'avoir fait le 32-16. On conclut cette rencontre. C'est terminé entre la France et l'Autriche à l'Euro féminin. Ils n'ont pas gagné tes dames. Non, match nul, un but partout entre les Françaises et les Autrichiennes.
Etienne. Pas faute d'avoir essayé en seconde période pour les Françaises. On rappelle les buteuses. Macasse à la 27e minute de jeu. Égalisation de Henry à la 51e. Un résultat, l'Autriche et la France sont en tête du groupe C avec 4 points chacun. 3 points pour la Suisse, 0 pour l'Islande. Mais pas un but dans le jeu pour la France. Et ouais, et toujours pas. Ça rappelle les souvenirs des. Je suis désolé, je le répète encore une fois, mais c'est tellement vrai. C'est tellement Oui, mais vrai. il y a eu des buts dans le jeu. C'était très dur, mais il y a eu des buts dans le jeu. Là, allez, dans un instant, on va débriefer cette rencontre avec vous au 32-16. Est-ce que je peux en placer une 32-16 pour débriefer cette rencontre de l'équipe de France féminine. Et puis le 32-16 aussi pour vous inscrire au quiz de l'after. C'est dans un instant sur RMC et BFM Sport.